Bonsoir à tous. De 1981 à 1997, une série de meurtres s'abat sur Paris. Des femmes sont retrouvées, violées, torturées et assassinées sur toute la capitale française. Un tueur en série sévissait-il dans la région à cette époque? Un murmure, un frisson sanglant s'abat alors sur la population. Nous allons essayer de retracer ce soir le parcours de l'un des plus grands tueurs célèbres de France, le tueur de l'Est parisien. Tout commence le 24 janvier. Une jeune femme, Pascale Escarfeil, 19 ans, étudiante, est retrouvée égorgée et partiellement dénudée dans son appartement. Au cours d'une enquête, les policiers suspectent en premier lieu impérativement les membres de la famille. Dans ce cas-ci, le petit ami. Pourquoi? Tout simplement parce qu'une ébauche d'un roman policier décrivant une scène de meurtre relativement similaire à la scène de crime est retrouvée à son domicile. Mais cela ne colle pas. Celui-ci est écrivain à ses heures perdues et a un alibi solide le soir du meurtre. Les policiers ne comprennent pas, ils n'ont que la description de la scène de crime, aucun indice, si ce n'est la porte d'entrée de l'immeuble qui se referme extrêmement lentement. Les policiers pensent donc qu'un individu, un cas isolé, se serait faufilé dans l'appartement en suivant la jeune femme et l'aurait agressée et tuée dans son appartement. Pascale Escarfeil s'est à première vue débattue. Attachée avec du sparadrap, elle est pratiquement torturée. Battue à plusieurs endroits, violée et assassinée par le biais de 3 coups de couteau à la gorge. 3 ans plus tard, Catherine Rocher est retrouvée assassinée dans le parking de son immeuble, rue Boulevard de Ruilly. J'ai un appel téléphonique de mon époux, la voix complètement défaite, qui me dit, voilà, je viens d'être avisé qu'il était arrivé quelque chose à Katie. Qu'il était arrivé quelque chose. Il faut donc que l'un comme l'autre, nous rejoignions au plus vite son domicile. Mon mari était à côté et hurlait comme une bête, en disant, on nous l'a tué, on nous l'a tué. Et je ne réalisais absolument pas, c'est à ce moment-là qu'une femme policier, avec des mots choisis, vraiment très diplomate, m'a dit qu'effectivement, Katie avait été assassinée. C'est l'employeur de Mademoiselle Rocher qui découvrit le corps. En effet, celui-ci avait décidé de se rendre à son domicile, inquiet de son absence de plus de 2 jours, ce qui était fortement inhabituel pour la jeune femme. On parle alors d'un crime extrêmement sanglant, une torture sadique. Les traces de sang maculant le véhicule où la jeune femme fut retrouvée laissent à croire que la jeune femme s'est battue jusqu'à son dernier souffle. La police scientifique découvrira également des traces d'agression sexuelle. La police apprend par un voisin lors de l'enquête qu'un homme au comportement suspect se trouvait dans le garage 1 heure plus tôt. Il leur fera alors un signalement détaillé permettant un portrait robot. Un homme européen d'environ la cinquantaine avec une moustache. Les policiers utiliseront ce portrait robot pendant plus d'1 an et demi sans aucun résultat. Nous sommes maintenant le 9 novembre 1994. Une nouvelle femme est retrouvée assassinée. Elsa Benaidi, 22 ans, est retrouvée également dans son parking souterrain du 13e arrondissement par son frère. Violée, torturée et égorgée dans sa voiture. Les similitudes avec le crime ayant lieu sur Catherine Rocher sont fortes troublantes. De plus, un expert vestimentaire dépêché sur place affirmera que les découpes présentes sur les vêtements de la victime sont celles d'un seul et même homme. Et d'ailleurs, on pourrait dire même identiques. Une forme de Z découpée sur le bas des vêtements et le soutien-gorge tailladé entre les 2 baleines bien au centre.
Cette fois-ci, l'assassin a néanmoins laissé possiblement un indice. Une trace de sang retrouvée sur la plage arrière du véhicule sur un prospectus appartenant certainement à la victime. Les policiers disposent donc maintenant de 2 indices. Le portrait robot et la tache de sang. À ce moment-là de l'enquête, aucun lien n'est fait entre les 2 meurtres dans les parkings et celui de Pascal Escarfail, qui, lui, s'est passé dans un appartement. Et malgré les similitudes, les enquêteurs pensent à 2 auteurs différents. Néanmoins, encore une fois, l'enquête piétine jusqu'au 9 décembre 1994. Agnès Nieschamp, 33 ans, est retrouvée assassinée à son domicile, égorgée dans sa maison du 11e arrondissement. Cette fois-ci, les similitudes troublantes avec le meurtre de Pascal Escarfail sont établies. Néanmoins, pas avec les meurtres commis dans les parkings. Le meurtrier a également, pour la première fois, laissé des traces de sperme sur sa victime. Malheureusement, les enquêteurs ne disposent d'aucune base de données sur laquelle traiter ces traces de sperme. Pourquoi ? Eh bien tout simplement car à cette époque, les officiers de police ne disposaient pas encore d'un fichier contenant les possibles délinquants sexuels et n'avaient pas d'archives sur lesquelles comparer les différentes données. Cet échantillon sera alors nommé SK1 pour l'horrible dénomination de serial killer numéro 1. En parallèle de cela, même si le lien n'est pas établi entre les meurtres en appartement et les meurtres sur les parkings, la scientifique décide tout de même d'analyser et de comparer la trace de sang retrouvée sur le prospectus et les spermatozoïdes retrouvés sur le corps de notre défunte 4e victime. Malheureusement, cela ne colle pas, les tests sont complètement négatifs, il ne s'agit pas du même homme. La police pense donc à 2 tueurs distincts, un pour les appartements, un pour les parkings. Plus aucune trace jusqu'au 8 juillet 1995. Hélène Friedkin est égorgée à son domicile, rue Faubourg Saint-Martin à Paris. La scène est identique au meurtre de Pascal Escarfail et Agnès Nieschamp. Cette fois-ci, une trace de pied ensanglantée est trouvée sur la scène de crime. Une trace de pied présentant une petite différence. Il s'agit d'un pied dit égyptien. La police le sait, un tueur en série sévit en toute liberté dans Paris. Pour rappel de ce qui fait un tueur en série est tout simplement le fait de retrouver chez un individu ayant fait plusieurs victimes le même mode opératoire et les mêmes circonstances. Dans notre cas, il s'agit de ceci. Dans le cas précis, les victimes ont toutes été attachées à l'aide de sparadrap. Toutes les victimes ont eu leur soutien-gorge tailladé au centre, entre les 2 baleines. Et pour finir, avant d'être assassinées, le bas de leurs vêtements a été découpé en forme de Z, toutes de façon identique. Voilà pour ce qui est du mode opératoire de notre tueur. Voilà donc la base, mais les enquêteurs font face à un problème. Les lieux ne sont pas les mêmes. C'est le point mort pour l'enquête, dans une affaire de plus en plus complexe. Nous sommes rendus le 16 juin 1995. Une chose inattendue se produit. Une jeune femme du nom d'Elisabeth Ortega, 23 ans, survit à son agresseur. Nous sommes le soir. Elisabeth rentre chez elle. Elle ne le sait pas encore, mais un homme la suit. Il attend qu'elle rentre à sa porte, l'attaque, la force à rentrer, l'attache et la bâillonne à l'aide de sparadrap, et très rapidement, c'est l'horreur. Celle-ci se retrouve sur le ventre, sur son lit, attachée et bâillonnée, sans défense. L'homme est prêt à passer à l'acte. Seulement, aujourd'hui, un détail, quelque chose change. Notre tueur se rend compte qu'à l'étage de notre victime, une lumière est allumée. Celle-ci permettant, depuis la fenêtre, de possiblement le reconnaître. Il décide donc de prendre quelques secondes pour monter l'escalier et aller éteindre cette lumière. Ce sont ces quelques secondes qui permettra à notre victime d'avoir son instinct de survie qui se réveillera, lui permettant de trouver l'énergie et la force nécessaires à dégager ses liens et à sauter par la fenêtre pour se retrouver dans sa cour commune. L'homme la suit, mais Elisabeth est beaucoup plus rapide. Elle court, sort de son hall d'immeuble et se réfugie dans un bar en face de chez elle. Elle est sauvée. Récupérée par les services d'ordre, celle-ci va pouvoir, à son tour, dresser un portrait robot. Et pour les policiers, c'est une révélation pour le moins déroutante.
Elle décrit un homme au teint marbré, presque hindou ou basané. Nous sommes alors très loin du premier portrait robot de l'homme à la moustache. Une fois sur place, la police fait une autre découverte. Notre homme a laissé une empreinte génétique sur place. Un mégot de cigarette posé sur le cendrier à côté du lit d'Elisabeth. Malheureusement, la police n'a aucun suspect à l'horizon. En parallèle de cela, une nuit, un homme agresse Mélanie Bakou. Il l'attend devant son appartement et lorsqu'elle rentre, la force et s'apprête à la bâillonner. Ce que cet homme ne savait pas, c'est qu'à l'intérieur même de l'appartement, le petit ami de Mélanie l'attendait pour dîner. Surpris par cela, l'homme prend la fuite. Dans la précipitation, il perdra son portefeuille avec ses papiers d'identité à l'intérieur. Il s'agit de Guy Georges. Quelques heures plus tard, il est arrêté pour cette agression. Malgré toutes les similitudes troublantes entre la scène qui a écoulé de l'agression de Mélanie Bakou et les autres meurtres en appartement, aucun lien ne sera effectué avec Guy Georges et celui-ci écopera seulement d'une peine de 30 mois de prison pour la tentative d'agression sur celle-ci. En septembre 1995, Guy Georges, parmi d'autres, sont entendus sur les affaires. Toujours aucun lien, mais des prélèvements de sang sont effectués, dont Guy Georges. Ces prélèvements sont alors comparés à celui retrouvé sur le fascicule lors du meurtre d'Elsa Benaidi. Mais cela ne coïncide pas. Le sang n'est ni celui des possibles suspects, ni celui de Guy Georges. Le commandant de la brigade décide néanmoins, du fait du comportement suspect de Guy Georges, de le présenter dans le bureau d'à côté aux officiers en charge des meurtres en appartement. Mais là encore, rien ne va. Pas de pied égyptien chez notre homme, et de plus, la victime survivante ne reconnaît pas Guy Georges comme son agresseur. Il est donc exclu de l'enquête et les prélèvements de salive ne seront tout simplement jamais effectués. Quelques mois plus tard, une nouvelle victime, Magali Siroti, 19 ans, est retrouvée égorgée dans son appartement du 19e arrondissement. Encore une fois, le même scénario. Mais cette fois-ci, le tueur n'a à première vue fait aucune erreur. Malgré cela, même si cela fait 2 ans qu'il n'a pas tué, les policiers en sont certains. Il s'agit du même homme. Il s'agit du tueur de l'Est parisien, comme on commence à le surnommer à la brigade du 36 quai des Orfèvres. Les policiers parlent aux familles de cette hypothèse en leur demandant de garder le secret. Cependant, une des familles prévient immédiatement le journal Le Parisien. Le journal, à contrario des policiers, déduira rapidement qu'un lien évident est fait entre les meurtres en appartement et les meurtres en parking, notamment le mode opératoire. Mais, en collaborant avec la police, il décide néanmoins de garder le secret. À ceci près qu'un mois plus tard, quelque chose viendra tout remettre en cause. Une 7e victime fait son apparition. Estelle Magde, 25 ans, assassinée près de la Bastille. Viol, découpe des vêtements, soutien-gorge, sparadrap, coup de couteau, tout est là, c'est sûr, c'est le même homme. Aucun doute, c'est encore notre tueur. Cette fois, un t-shirt ensanglanté est retrouvé. Le sang coïncide parfaitement avec SK1, retrouvé des années plus tôt. Le journal Le Parisien décide alors de briser le silence et dévoile toute cette affaire. Ici au Parisien, on a décidé de briser ce silence parce que on avait mis dans la balance effectivement pendant quelque temps le devoir d'informer et le respect de l'enquête, et qu'il y a un moment où la balance penche plus le devoir d'informer, le devoir de prévenir peut-être d'autres victimes, et que ce jour-là, on a pris cette décision-là. Le juge d'instruction, dans un souci de travail acharné, va alors faire quelque chose de sans précédent. Il va ordonner à tous les laboratoires travaillant aux côtés des forces de l'ordre de comparer les prélèvements sanguins à leur base complète de données qu'ils ont, eux, dans des affaires de cas de délinquants sexuels. C'est alors que le laboratoire du docteur Pascal à Nantes va faire une découverte. Ce laboratoire qui, par acquis de conscience et ordre de tout cadre légal, avait conservé les échantillons de sang de Guy Georges, les compare à SK1. Et tout concorde. C'est lui. Le 24 mars en 1998, en fin d'après-midi, le docteur Pascal m'appelle et il me dit « Monsieur le juge, j'ai 2 nouvelles à vous annoncer. » Et je lui dis « Pour une fois, on va inverser la problématique. Commencez par la bonne. » Et là, il me dit «
je viens d'identifier le tueur de l'Est parisien. Alors, avant même qu'il me dise son nom, j'ai dit, c'est pas la peine de me dire la mauvaise, je la connais, c'est qu'on l'a déjà eu entre les mains. Il me dit, c'est ça, voilà. Maintenant que la bévue mise à jour et l'assassin identifié, encore fallait-il retrouver et arrêter Guy Georges. La traque est lancée, et la photo de notre homme est secrètement diffusée à tous les centres des forces de l'ordre. Mais il y a un couac. Le 26 mars 1998, RTL annonce en direct sur toutes les stations le nom du tueur, Guy Georges. Il allait donc falloir faire très vite pour les enquêteurs pour l'arrêter avant que celui-ci ne fuit, possiblement à l'étranger. C'est là où on peut donc se poser quand même une grande question. Où est donc la limite entre le journalisme d'information et l'inconscience médiatique? Cette nouvelle créant alors un effet de panique sur la belle ville de Paris et permettant possiblement au tueur de s'enfuir. Fort heureusement, après une traque de 24 heures le même jour, Guy Georges, venant à peine de savoir qu'il était découvert, fut arrêté par les services d'ordre et placé en garde à vue. Qui est donc cet homme? Qui est Guy Georges, le tueur de l'Est parisien présumé? Guy-Georges Rampillon est le fils d'une barmaid française et d'un soldat afro-américain. Celui-ci ne connaîtra jamais son père. Comme nous le montrent les archives sur l'enfance de Guy Georges, c'est à 2 mois que sa mère, ne voulant pas de cet enfant, décide de le laisser à ses parents. Problème, elle leur a déjà laissé un enfant sur les bras. De plus, Guy Georges est noir. Un gros problème pour ses parents. Il sera alors placé de foyer en foyer. À 4 ans, il sera placé chez les Mourins, dans le Maine-et-Loire. C'est à ce moment-là qu'il est officiellement abandonné et perd son nom de famille, Guy-Georges Rampillon, pour se nommer à présent seulement Guy Georges. Il vivra une partie de sa vie dans cette modeste maison, dans une famille de 7 enfants, et dont plus une douzaine d'autres enfants ont été placés ici par la DAS. C'est en 1976, alors que Guy Georges n'est âgé que de 14 ans, qu'il va commettre sa première agression et constituer son profil psychologique. Il agresse une jeune adolescente placée dans sa famille d'accueil, puis une seconde un peu plus tard. Il est alors chassé de sa famille d'accueil et atterrit dans un foyer près d'Angers. À partir de 16 ans, les choses s'enchaînent. Vols, fugues et divers délits mineurs s'ajoutent à l'enfance perturbée de ce jeune homme. Puis, il décide de s'attaquer à 3 jeunes femmes. Il les agresse alors en étant armé d'un couteau. Il sera emprisonné pendant 1 an pour cet acte. Malheureusement, ça ne s'arrête bien évidemment pas là. En 1991, il sort donc de prison et ne tarde pas à refaire parler de lui. Il agresse une jeune femme dans un parking, la viole durant 1 heure et lui assène un violent coup de couteau à la gorge. Mais, contre toute attente, la jeune femme survit à ses blessures. Et Guy Georges retournera donc en prison. C'est là que le bât blesse. La justice aura fait un nombre incalculable d'erreurs avec Guy Georges. Il fera des allées et venues en prison, agressera de nombreuses jeunes femmes, et personne ne semble se soucier du profil psychologique de cet homme et ce qui le pousse à recommencer. Pire encore, un soir, alors qu'il était en liberté partielle, c'est-à-dire dehors la journée, en prison le soir, il ne se présente pas à la prison et personne ne s'en soucie. Malheureusement, c'est bien ce soir-là que le meurtre de Pascal Escarface aura lieu, avec comme assassin Guy Georges lui-même. Guy Georges vient donc d'être arrêté. Nous assistons au premier interrogatoire devant le juge d'instruction. Et là, Guy Georges nie tout. Les agressions, les viols et même les tests ADN. C'est une erreur, ce n'est pas lui. Mais bizarrement, le soir même, tout prend une autre signification. Guy Georges craque et avoue, il a tué toutes ces femmes. Seulement les femmes en appartement. Pour les meurtres dans les parkings, ce n'est pas lui. Ce n'est que 8 mois après, le 19 novembre 1998, qu'il avouera les autres meurtres d'une façon des plus horribles, comme le témoigne cette interview. À peu près 3/4 d'heure, nous discutons à bâton rompu, nous n'évoquons absolument pas ces affaires. Et là, il me semble qu'il est détendu, que ça se passe bien. Et en même temps, j'ai, je le confesse, une espèce d'appréhension. Il va falloir débuter à nouveau et en venir au fait. Et à un moment donné, donc, je lui propose de recommencer, de reprendre, je dirais, le fil de notre conversation interrompue 2 jours auparavant. Et là, Guy Georges se referme, c'est vraiment physique, il ne sourit plus, alors jusque-là c'était détendu, me regarde droit dans les yeux, me dit « Je ne te dirai rien, je veux rentrer en prison ».
J'imagine qu'il a dû rapidement comprendre ma déception. Et là, Guy Georges me regarde bien, me laisse un petit peu, comme cela, exprimer ma déception, éclate de rire, me dit « mais non, mais pas du tout, on va, je vais te dire, allez, je vais te dire ». Et ensuite, nous avons enchaîné l'audition, où là, à nouveau, c'est une autre facette, une espèce de Guy Georges très clinique, qui a expliqué par le menu l'agression dont a été victime Catherine Rocher. L'enquête est donc finie et le procès ouvre le 17 mars 2001. Il s'agit d'un procès au cœur d'un scandale médiatique. Il y a donc des journalistes, les familles des victimes et des curieux au procès du tueur de l'Est parisien. Guy Georges est là, dans le bloc, souriant au désespoir des familles et ne répondant presque à aucune question. C'est terrible. On parle de l'ange du diable. Les avocats des victimes sont déjà certains que la peine de perpétuité sera attribuée à cet homme. Les tests ADN plus ses aveux, il est sûr qu'il ira en prison. Mais seulement, plusieurs questions se posent. Pourquoi? Pourquoi ces filles? Pourquoi leurs filles? Pourquoi tant de violence? Un crime si sanguinaire, si atroce. C'est un procès long et éreintant. Malgré ses aveux écrits, Guy Georges n'aura pas arrêté de nier, de mentir, revenir sur ses aveux. Mais un matin, il finit par avouer. Oui, il a tué Pascal Escarface, ainsi que toutes les autres. Le procès se termine donc, et Guy Georges est condamné à la prison à perpétuité. Le procès se termine sans que les familles n'aient de réponse à leurs questions. Malheureusement, en France, la perpétuité, c'est 30 ans d'emprisonnement. Et les familles ont peur. Guy Georges est jeune, et il finira par sortir de prison. Sauf que celui-ci a affirmé devant la justice que dès qu'il sortirait de prison, il recommencerait à tuer, tout simplement parce qu'il est comme ça. Ce sont donc les familles et leurs avocats qui ont décidé à vie de mener un combat pour lutter contre la sortie de prison possible de cet homme et pour éviter que le tueur de l'Est parisien ne fasse à nouveau de nouvelles victimes. C'est donc ici que se termine cet épisode. Je n'ai pas développé le procès car si je devais le faire, la vidéo aurait été bien trop longue. Je vous propose, si le cœur vous en dit, de consacrer un épisode sur celui-ci. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. En ce qui concerne notre affaire, cette malheureuse histoire, cette tragique histoire de meurtre et de tueur en série aura au moins permis à la justice française de créer officiellement une base de données des délinquants sexuels sur lequel des prélèvements sont obligatoirement effectués et peuvent permettre à une comparaison en cas d'affaires ou autres possiblement liées. Encore une fois, la justice aura tenu entre ses mains un criminel, aura eu tout son passé pendant de nombreuses années et n'aura tout simplement réussi à rien faire pour l'arrêter jusqu'à la dernière limite. Souvent, l'on dit que la justice est impartiale et juste. Dans ce genre d'affaires, on voit bien que cela est beaucoup plus compliqué que ça. Jeter la pierre, bien évidemment, serait difficile. Nous savons très bien que les forces de police mettent tout en œuvre pour résoudre une affaire, ce n'est pas la question. Mais le système est-il adéquat ? La façon de travailler, les possibilités et les actions menées en justice par les enquêteurs est-elle au point? C'est la question sur laquelle nous sommes en droit de nous poser ce soir, après avoir vu le récit de ces 8 femmes décédées. Sachez de plus que Guy Georges a un nombre imputable de victimes beaucoup plus élevé. Nous dénombrons presque 15 personnes que nous pouvons relier à cet homme dans le cadre d'agression, viol ou meurtre. J'espère que cet épisode vous aura instruit sur le système judiciaire français ainsi que cette terrible affaire qui a concerné toute la France. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau JTR.